Sous la terre encore froide de la fin de l'hiver, dans l'obscurité totale, une pointe pâle et fragile pousse de toutes ses forces vers le haut. Elle n'a que quelques jours pour percer la croûte du sol, avant que ses maigres réserves ne s'épuisent, et chaque millimètre lui coûte une énergie qu'elle ne pourra jamais récupérer. Autour d'elle, la terre gelée résiste, dure comme la pierre. Si elle ralentit, elle meurt dans le noir. Si elle atteint la lumière, elle deviendra l'un des êtres vivants les plus étonnamment tenaces du jardin. Car cette plante minuscule cache dans ses futures baies transparentes une substance capable de modifier le sang humain, celle qu'on appela pendant des siècles la baie de la fièvre, et à cause de laquelle on interdit un jour sa culture à toute une nation. Bonjour et bienvenue, ici Augustin Delacroix, pour un nouvel épisode de notre voyage au cœur du monde végétal. Aujourd'hui, notre héroïne s'appelle la groseille rouge. Une plante presque sans parfum, aux fleurs insignifiantes, et pourtant plus redoutable, plus durable et plus secrète que la plupart des géants du jardin. Vous allez découvrir comment. C'est un matin de juillet, et le buisson ploie. Sous le poids de ses grappes, ses branches s'inclinent vers le sol, comme si une main invisible les tirait vers la terre. À contre-jour, chaque baie devient une petite lanterne. La lumière traverse la peau si fine qu'on distingue les pépins à l'intérieur, suspendus dans une pulpe claire et brillante. Des dizaines de grappes pendent le long des rameaux, alignés comme des colliers de perles rouges enfilés sur un fil que l'œil peine à voir. Un merle se pose, picore, s'envole. Le buisson, lui, ne bouge pas. Il porte sa charge sans se plaindre, et il la portera de nouveau l'année prochaine et l'année d'après, pendant 2 décennies s'il le faut. Ce spectacle, presque tout le monde le connaît. La groseille rouge pousse dans une immense partie des jardins des régions tempérées, du nord de la France jusqu'aux confins de la Scandinavie. On la considère souvent comme une évidence, une plante familière et sans mystère, aussi banale qu'un pommier au fond du potager. Et c'est précisément là que commence l'erreur. Car derrière cette apparence modeste se cache une culture au caractère unique, très différente de tout ce qu'on croit connaître d'elle. La première chose à comprendre, c'est qu'il ne faut pas la confondre avec sa célèbre cousine, la groseille noire, que l'on nomme aussi cassis. Extérieurement, les deux buissons se ressemblent. Mais ce sont 2 plantes profondément distinctes, avec leur goût, leur composition, leur biologie et leurs exigences propres. Le cassis embaume. Ses feuilles froissées entre les doigts libèrent aussitôt ce parfum puissant et résineux que tout le monde reconnaît. La groseille rouge, elle, reste presque muette. Ses feuilles et ses baies n'exhalent quasiment aucune odeur, car elle est dépourvue de ces minuscules glandes aromatiques qui donnent au cassis sa signature olfactive. C'est une plante silencieuse, et ce silence, nous le verrons, n'est pas un hasard. Regardons de plus près la baie elle-même, car c'est en elle que tout se joue. Chaque fruit est une petite sphère juteuse, d'un diamètre qui va de 6 à 12 mm selon la variété. La peau est si fine et si translucide qu'elle semble presque n'exister que pour contenir le suc. À l'intérieur se logent de 3 à 12 pépins, parfois davantage, visibles en transparence. La chair est gorgée d'eau. Près de 85% du fruit n'est que de l'eau. Et pourtant, dans le peu qui reste, se concentre l'essentiel. Le goût est frais, acidulé, franchement acide chez certaines variétés, avec une pointe de douceur. Ce n'est pas un fruit que l'on croque distraitement. Il réveille, il pique légèrement la langue, il désaltère. Les couleurs, elles, racontent déjà une histoire. On imagine la groseille uniformément rouge, mais la réalité est bien plus riche. Selon les variétés, les baies vont du rose pâle au rouge vif, du rubis profond jusqu'à un bordeaux presque noir, comme chez certaines variétés d'Europe de l'Est aux fruits couleur de cerise. Et puis il existe des groseilles blanches, crème, presque transparentes. Voici l'un des premiers faits surprenants de notre voyage. La groseille blanche n'est pas une espèce à part. C'est exactement la même plante que la groseille rouge. À une différence près, elle est simplement privée des pigments colorés, ces fameux anthocyanes qui donnent aux fruits rouges leur teinte éclatante. Sur le plan botanique et sur le plan de la culture, groseille rouge et groseille blanche sont identiques, jumelles, séparées par un seul détail de chimie. Et c'est justement cette chimie qui fait toute la singularité de notre héroïne.
Car dans cette petite baie claire, en apparence anodine, se cache une richesse que peu de fruits possèdent. La groseille rouge est l'une des championnes absolues d'une substance particulière parmi tous les fruits du jardin, la pectine. Cette pectine est une sorte de gélifiant naturel, une molécule capable de transformer un simple jus en une masse ferme et tremblante. Elle est si abondante ici que la gelée de groseille prend toute seule, en refroidissant, sans qu'on ait besoin d'ajouter quoi que ce soit. Là où d'autres fruits exigent des additifs pour se figer, la groseille rouge se fige d'elle-même. Retenez cette image, car elle nous conduira très loin. Mais la pectine n'est que la partie visible du mystère. Ces baies transparentes renferment aussi des acides organiques en abondance, du potassium, du fer, de la vitamine C, et surtout ces pigments anthocyanes qui ne sont pas de simples colorants. Ce sont de puissants antioxydants, des molécules qui protègent les cellules et renforcent les vaisseaux sanguins. Et il y a autre chose encore, une substance plus discrète et bien plus étrange, dont nous parlerons plus tard, et qui a valu à cette baie sa réputation la plus troublante. Une substance qui touche directement au sang de celui qui la mange. Voilà donc le paradoxe posé. Un fruit gorgé d'eau, presque sans parfum, si fragile qu'on voit à travers lui, et qui pourtant concentre une puissance chimique que la plupart des baies bien plus imposantes n'atteindront jamais. Une plante qu'on croit connaître par cœur, et qui, dès qu'on l'observe vraiment, se met à poser question sur question. Pourquoi cette transparence? Pourquoi cette acidité? Pourquoi ce silence olfactif, alors que toute sa famille, elle, embaume? C'est là toute l'énigme. Si la groseille rouge ne sent presque rien, ce n'est pas une faiblesse ni un manque, c'est une clé. Cette absence de parfum est le premier indice de ce qui la sépare radicalement de tous ses proches parents, de tout ce clan végétal dont elle est issue. Pour comprendre d'où lui viennent sa force cachée, sa longévité et cette étrange substance qui coule dans ses baies, il ne suffit pas de regarder le buisson tel qu'il ploie ce matin de juillet. Il faut descendre bien plus bas, remonter bien plus loin, jusqu'aux racines même d'une lignée ancienne et déroutante. Une famille de plantes si particulière qu'elle porte, encore aujourd'hui, la marque d'un nom qu'elle ne mérite pas vraiment. Imaginez un botaniste, penché sur une table couverte de rameaux fanés. Devant lui, 4 buissons différents, cueillis dans 4 coins de l'Europe. L'un vient d'une forêt humide du nord, l'autre d'un éboulis de montagne, le troisième d'un fourré de plaine, le dernier d'un talus rocheux. Leurs feuilles diffèrent légèrement, leurs grappes n'ont pas la même longueur, leurs baies ne sont pas tout à fait de la même teinte. Et pourtant, à mesure qu'il les compare, une évidence troublante s'impose à lui. Ces 4 plantes se ressemblent trop pour être étrangères, et trop peu pour être identiques. Où finit l'une, où commence l'autre? Il tourne les rameaux dans la lumière et la frontière lui échappe. Ce trouble, les botanistes le connaissent bien, car il touche au cœur même de l'histoire de notre héroïne. La groseille rouge cultivée dans nos jardins n'est pas une espèce unique et pure, tombée toute faite de la nature. C'est un assemblage, un mélange, le fruit d'une longue confusion végétale. Les variétés que nous connaissons aujourd'hui descendent de plusieurs espèces sauvages très proches, qui se sont croisées au fil des siècles sous la main des jardiniers. Il y a la groseille rouge sauvage des forêts, il y a la groseille commune des jardins, il y a une groseille des rochers venue des montagnes, et il y a encore une groseille en épi, plus discrète. De ce quatuor d'ancêtres est née, par hybridation successive, la plante généreuse que nous cultivons. Elle n'a donc pas un seul père, mais toute une lignée entremêlée. Pour comprendre d'où vient cette famille, il faut prendre de la hauteur et regarder le genre auquel elle appartient tout entier. Ce genre végétal est vaste. Selon les estimations, il rassemble de 150 à 200 espèces différentes. On les trouve presque partout dans l'hémisphère nord, à travers les régions tempérées et froides d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Mais elles ont aussi accompli un voyage surprenant. Certaines espèces poussent très loin au sud, dans les montagnes d'Amérique du Sud, comme si le froid des sommets andins leur rappelait celui de leur forêt d'origine. C'est une famille qui aime la fraîcheur, la rudesse, les climats que d'autres fuient. Partout où l'air est vif, elle a trouvé sa place. Et dans cette immense parenté, on rencontre des visages familiers. Le plus célèbre est bien sûr le cassis, la groseille noire,
cette cousine parfumée dont nous avons déjà parlé. Il y a aussi la groseille dorée, aux fleurs jaunes et odorantes. Et il y a un parent que l'on n'attendait pas à cette table de famille, la groseille à maquereau, celle que l'on cultive pour ses gros fruits verts ou rougeâtres, souvent protégés d'épines. Longtemps, les botanistes l'avaient rangée à part, dans son propre groupe, comme une plante d'une autre nature. Mais l'étude plus fine de sa structure les a fait changer d'avis. Aujourd'hui, la groseille à maquereau est rattachée au même genre que la groseille rouge et le cassis. Les épines et les gros fruits n'y changent rien. Le lien de sang est là. Cette proximité est si étroite qu'elle a permis un prodige de jardinier. On a réussi à marier la groseille noire et la groseille à maquereau, deux plantes que tout semblait opposer, pour créer des hybrides entièrement nouveaux, portant des fruits sombres à mi-chemin entre le cassis et la groseille verte. Ce croisement, qui aurait paru impossible entre deux plantes véritablement étrangères, n'a été possible que parce que, sous les apparences, il s'agissait de proches parents. La famille tient bon, même quand ses membres semblent tout faire pour ne pas se ressembler. Reste alors une question qui plane sur toute cette lignée, et c'est ici que se noue l'énigme de cette partie. Comment une plante née du mélange de 4 buissons sauvages, une plante presque sans odeur, a-t-elle hérité d'un nom qui désigne précisément un parfum puissant? Car le mot même de groseille, dans certaines langues du nord et de l'est de l'Europe, ne renvoie pas à la baie rouge que nous connaissons. Dans le monde slave, le nom de cette famille de plantes vient d'un vieux mot signifiant une odeur forte, pénétrante, presque entêtante. Un nom taillé pour le cassis, dont chaque feuille exhale ce parfum inoubliable. Et là réside le paradoxe. Ce nom parfumé, notre groseille rouge le porte aussi, alors qu'elle est justement celle qui ne sent presque rien. Elle a hérité de l'étiquette olfactive de toute sa famille, comme un enfant silencieux qui porterait le nom d'une lignée de chanteurs. C'est le cassis, le membre le plus odorant du clan, qui a donné son nom à tout le groupe. Puis ce nom s'est étendu, de proche en proche, jusqu'à recouvrir même celle qui en était le plus dépourvue. Voilà pourquoi son nom lui va si mal. Il célèbre un parfum qu'elle ne possède pas, la marque d'une famille dont elle est le membre le plus discret. Elle vit sous un nom d'emprunt, hérité d'une cousine plus bruyante qu'elle. Cette histoire de nom n'est pas qu'une curiosité de langage. Elle nous dit quelque chose de profond sur notre héroïne. La groseille rouge est la discrète de sa famille, celle qui a renoncé au parfum, aux épines, aux fruits spectaculaires, pour investir sa force ailleurs, dans sa chair transparente, dans sa chimie secrète, dans sa longévité. Chaque chose à laquelle elle a renoncé en apparence, elle l'a compensée par une puissance cachée. Et c'est peut-être là que se dessine, en creux, la réponse au grand mystère de notre voyage. Cette substance étrange qui coule dans ses baies, cette force qui touche au sang, n'est pas un accident. C'est le legs d'une lignée entière qui a appris, espèce après espèce, à survivre là où presque rien d'autre ne pousse. Mais survivre dans ces contrées n'a rien d'anodin. Pour devenir la plante généreuse de nos jardins, l'ancêtre sauvage de la groseille a dû traverser un monde que la plupart des arbres fruitiers n'ont jamais osé affronter. Un monde où le gel décide de la vie et de la mort, où les étés sont courts et les hivers interminables, où fleurir trop tôt ou trop tard signifie disparaître. Un monde de froid, où notre discrète héroïne n'a pas seulement survécu, elle a prospéré. Et pour comprendre comment, il faut maintenant quitter la table du botaniste et partir vers le nord, là où le sol reste gelé une partie de l'année, là où tout se joue à quelques degrés près. Une nuit de la fin avril, quelque part dans une forêt du nord de l'Europe. Le jour a été doux, presque tiède, et les insectes ont bourdonné dans l'air. Mais après le coucher du soleil, le ciel se dégage et la température plonge. En quelques heures, l'air passe sous la barre du gel. Une fine pellicule de givre se dépose sur les feuilles, sur les herbes, sur les jeunes pousses encore tendres. Au petit matin, le paysage est blanc et cassant. Beaucoup de plantes qui avaient osé fleurir gisent noircies, leurs pétales brûlés par le froid, leur récolte de l'année anéantie en une seule nuit. Mais sur un buisson discret, aux fleurs si petites qu'on les remarque à peine, la vie continue, comme si rien ne s'était passé. Ces fleurs verdâtres ont tenu bon. Le gel a glissé sur elles sans les tuer. Ce petit miracle silencieux résume à lui seul toute la stratégie de notre héroïne.
Là où d'autres plantes fruitières misent tout sur des floraisons précoces et spectaculaires, et perdent parfois tout au premier retour du froid, la groseille rouge a choisi une autre voie, la prudence et l'endurance. Elle est née du froid, façonnée par lui, et elle en a fait son allié plutôt que son ennemi. Pour comprendre cela, il faut regarder d'où elle vient vraiment. À l'état sauvage, la groseille rouge peuple les forêts d'une immense bande du nord et du centre de l'Europe, les bois de Scandinavie, les étendues boisées de l'Est jusqu'au nord de l'Asie. C'est un monde de fraîcheur et de rudesse, fait d'hivers longs, de printemps hésitants et d'étés brefs. Ce n'est pas un climat de douceur méditerranéenne, mais un climat qui met à l'épreuve, qui trie sans pitié les espèces selon leur résistance. Et c'est là, précisément, que la groseille se sent chez elle. Cette origine nordique explique un fait historique surprenant. Les grandes civilisations de l'Antiquité, celles de la Grèce et de Rome, qui pourtant cultivaient déjà tant de fruits, ne connaissaient quasiment pas la groseille rouge. Elle n'appartenait pas à leur monde. Le bassin méditerranéen, avec son soleil et sa chaleur, n'était pas son royaume. Le sien commençait plus au nord, dans les brumes et les forêts froides que les anciens fréquentaient peu. Pendant que la vigne, l'olivier et le figuier régnaient sur les jardins du sud, la groseille attendait son heure, tapie dans les sous-bois du nord, ignorée des grands agronomes de l'Antiquité. Elle est en quelque sorte une héroïne tardive, une plante du nord qui n'entrera dans l'histoire des jardins que bien plus tard. Sa résistance au froid n'est pas un vague avantage, c'est une mécanique précise, inscrite dans toute sa biologie. Prenons ses fleurs, ces petites clochettes verdâtres, jaunâtres, parfois teintées de brun, qui pendent en grappes discrètes. Elles n'ont rien de séduisant à l'œil humain, et c'est justement leur secret. Une fleur voyante, large et charnue, est fragile. Elle gèle facilement. Une fleur minuscule, sobre, résiste bien mieux au retour de gel du printemps. Là où les floraisons éclatantes de tant d'arbres fruitiers craignent la moindre nuit froide de la fin avril ou du début mai, les fleurs modestes de la groseille rouge encaissent le coup et continuent leur travail. Ce que la plante a perdu en beauté, elle l'a gagné en sécurité. Et cette sécurité a une conséquence directe et précieuse. Une récolte fiable, année après année, même dans les régions où le printemps souffle le chaud et le froid. Sous la terre, la même logique d'endurance se poursuit. Le système racinaire de la groseille rouge est puissant, mais il obéit à une organisation particulière. L'essentiel de ces racines nourricières se concentre dans la couche fertile supérieure du sol, entre 10 et 40 cm de profondeur, là où l'eau et les éléments nutritifs abondent après les pluies. Mais quelques racines charpentières plongent bien plus bas, jusqu'à 1 mètre, parfois 1,5 mètre. Ces racines profondes sont sa réserve secrète. Quand la sécheresse s'installe et que la surface du sol se dessèche, elles vont puiser l'eau dans les couches profondes, là où l'humidité se maintient. C'est pourquoi la groseille rouge supporte la sécheresse bien mieux que le cassis, dont les racines restent plus superficielles. Elle est doublement armée, contre le gel par ses fleurs, contre la soif par ses racines. Et c'est ici que se noue l'énigme de cette partie. Comment une fleur aussi terne, aussi peu attirante, peut-elle être un avantage plutôt qu'une faiblesse? Dans un monde où tant de plantes rivalisent d'éclat pour séduire les insectes, comment la discrétion peut-elle être une force? La réponse tient dans un mot, la fiabilité. La nature n'est pas un concours de beauté, c'est un test de survie. Une plante qui fleurit avec panache mais perd sa récolte une année sur 3 est plus vulnérable qu'une plante modeste qui donne un peu, mais qui donne toujours. La groseille rouge a fait le pari de la constance. Ses fleurs discrètes ne cherchent pas à éblouir. Elles cherchent à survivre au gel, à être là chaque année, à ne jamais faillir. Et dans ce pari, elle l'emporte presque à chaque fois. Cette obstination tranquille est peut-être la clé la plus profonde de son caractère. La groseille rouge ne brille pas, ne parfume pas, ne séduit pas. Elle dure. Elle a transformé chaque contrainte de son monde froid en une force silencieuse. Le gel qui tue les autres, elle l'ignore. La sécheresse qui fait souffrir ses cousines, elle la contourne. On commence à deviner, derrière cette baie transparente et modeste, la trame d'une résistance hors du commun,
Celle-là même qui, au bout du chemin, éclairera son étonnante longévité et la nature de la force cachée dans ses fruits. Mais nous n'avons encore vu que la surface des choses. La véritable clé de son endurance ne se trouve ni dans ces fleurs que nous admirons, ni dans le givre qui glisse sur elles. Elle se cache là où le regard du jardinier ne se pose presque jamais, dans une architecture secrète de bois et de racines, un plan de construction si particulier qu'il fait de la groseille rouge une plante qui, d'une certaine façon, refuse de vieillir comme les autres. Et cette architecture cachée, une fois révélée, va bouleverser tout ce que l'on croyait savoir sur la manière de la traiter. 2 jardiniers, 2 blissons, 2 sécateurs. Le premier taille son cassis comme on le lui a appris. Chaque automne, il coupe sans hésiter les branches de plus de 3 ou 4 ans, car il sait que le cassis fructifie sur son bois jeune. Le second, croyant bien faire, applique exactement la même méthode à sa groseille rouge. Il tranche les vieilles branches, éclaircit sévèrement, ne garde que le bois neuf. Il est fier de son travail. Et l'été suivant, la catastrophe. Son buisson de groseille, autrefois généreux, ne porte presque plus rien. Quelques grappes maigres, çà et là où l'année précédente ployait des colliers entiers de baies. Le jardinier a fait, avec les meilleures intentions du monde, la pire chose possible. Il a coupé, sans le savoir, le cœur même de la récolte. Cette scène, hélas, se répète chaque année dans d'innombrables jardins. Et pour comprendre pourquoi elle est si dramatique, il faut regarder de près l'architecture cachée de la groseille rouge, ce plan de construction qui la distingue de presque toutes les autres plantes fruitières du jardin. Commençons par le sommet, par la silhouette. Le buisson de groseille rouge s'élève généralement entre 1 mètre et 1,50 m de hauteur. Chez les variétés les plus vigoureuses, il peut atteindre 2 mètres. Mais ce qui frappe, ce n'est pas tant sa taille que sa tenue. Contrairement au cassis, souvent étalé et désordonné, la groseille rouge forme un buisson plus compact, plus dressé, plus resserré. Ses branches montent avec une certaine discipline, ce qui rend la cueillette et l'entretien bien plus commodes. Les jeunes pousses sont vert clair, presque jaunâtres. Avec les années, leur écorce se lignifie et prend une teinte gris-brun. Les feuilles, elles, portent la marque déjà connue de notre héroïne. Elles sont découpées en 3 à 5 lobes, dentées sur les bords, larges de 4 à 10 cm. Le dessus est d'un vert sombre, lisse et légèrement brillant. Le dessous, plus pâle, et parfois duveteux le long des nervures. Et surtout, elles sont muettes. Froissez-les, elles ne libèrent presque aucune odeur, car elles sont privées des glandes aromatiques du cassis. Mais à l'automne, ces feuilles discrètes prennent leur revanche. Elles s'embrassent de jaune, d'orange et de pourpre, transformant le buisson en une tache de couleur éclatante, un dernier feu d'artifice avant l'hiver, qui fait de la groseille une plante décorative même après la récolte. Descendons maintenant sous la terre, car c'est là que se dessine sa force. Nous l'avons entrevu. Ses racines nourricières occupent surtout la couche supérieure du sol, tandis que quelques racines profondes plongent jusqu'à 1,5 m. Mais il y a un autre trait remarquable. À l'horizontale, les racines de la groseille s'étendent bien au-delà de la projection de son feuillage, parfois 1,5 fois à 2 fois plus loin que ne le laisse deviner la couronne. Le buisson est ainsi ancré et nourri par un réseau souterrain bien plus vaste que sa silhouette visible. Ce que l'on voit du buisson n'est que la partie émergée d'une plante secrètement tentaculaire. Et nous arrivons au cœur du mystère, à ce fameux détail qui a ruiné la récolte de notre jardinier maladroit. Chez la plupart des arbustes à baies, les fruits naissent sur le bois jeune, et les vieilles branches deviennent vite improductives. Chez la groseille rouge, c'est tout l'inverse. Sa récolte se concentre sur de petites formations fruitières durables, de courts rameaux trapus, ramassés, que l'on trouve surtout à la base des pousses annuelles et aux limites entre les croissances des différentes années. Ces petites structures ne sont pas éphémères. Elles vivent et portent des fruits pendant 4 à 8 ans. Voilà le secret. Une branche charpentière de groseille rouge ne s'épuise pas en 3 ans comme celle du cassis. Elle reste productive pendant 6, 7, 8 ans, voire davantage. C'est une plante dont le bois, littéralement, refuse de vieillir au rythme des autres. C'est cette longévité du bois fructifère qui explique le désastre du jardinier. En coupant les vieilles branches comme il l'aurait fait pour un cassis,
Il a supprimé précisément le bois le plus précieux, celui qui portait les formations fruitières accumulées au fil des années. Il a pris pour du bois mort ce qui était, en réalité, le trésor de la plante. Et voici l'énigme de cette partie. Comment une plante peut-elle produire année après année sur un bois de plus en plus vieux, alors que la logique voudrait qu'un rameau âgé s'épuise et cesse de donner? La réponse tient dans cette étonnante durabilité des petites formations fruitières, qui se renouvellent lentement et continuent de fleurir et de porter longtemps après que le bois qui les porte a cessé d'être jeune. La groseille rouge a inversé la règle. Chez elle, l'âge n'est pas un déclin, c'est une accumulation. Cette architecture explique aussi les prodiges des meilleures variétés. Chez les plus remarquables, les grappes atteignent 8 à 10 cm de longueur, voire davantage, et portent jusqu'à 20-25 baies chacune. Ces variétés à longues grappes sont particulièrement recherchées, car elles se cueillent d'un seul geste, la grappe entière détachée d'un coup, ce qui rend la récolte rapide et propre. Toute cette générosité repose sur le même principe. Un bois patient, durable, qui investit dans le long terme. Voilà donc ce que cache la modeste silhouette du buisson. Une plante secrètement bâtie pour durer, dont chaque partie, des racines tentaculaires au bois qui ne vieillit pas, obéit à une même loi d'endurance et de patience. C'est cette même patience qui, nous le pressentons, se retrouvera dans son extraordinaire longévité et dans la force lente qui mûrit au creux de ses baies. Mais ce trésor a un revers, et c'est un paradoxe amer. Car la plante la plus menacée n'est pas celle qui affronte le gel, la soif ou les insectes. Le plus grand danger pour la groseille rouge, celui qui ruine plus de récoltes que tous les fléaux réunis, ce n'est ni le froid, ni la maladie. C'est la main de celui qui croit la soigner. Pourtant, avant de comprendre comment on la sauve ou on la perd, il faut revenir tout au début de son existence. Il faut voir naître ce géant patient à partir de presque rien, d'une poussière, d'une graine minuscule perdue dans la terre froide, et suivre la course invisible qui, en quelques années, l'amène de ce point infime jusqu'aux lourdes grappes rubis d'un matin de juillet. Reprenons là où tout commence, dans le noir de la terre. Cette pointe pâle que nous avons quittée au tout début de notre voyage, celle qui poussait de toutes ses forces vers la lumière, a fini par percer la croûte du sol. Elle a gagné sa première course. Mais ce n'était qu'un début. Ce qui suit est une lente et patiente ascension, étalée sur des années, qui va transformer ce fil vert tremblant en un buisson capable de ployer sous des kilos de fruits. C'est une course invisible, si étalée dans le temps qu'aucun œil humain ne peut la suivre en direct. Et pourtant, si on la comprime, elle a la tension d'un drame. Dans la nature, tout part d'une graine minuscule, l'un de ces petits pépins que l'on voit briller en transparence dans la baie mûre. Tombée au sol, emportée par un oiseau qui a mangé le fruit et rejeté la semence plus loin, elle attend son heure. Mais dans les jardins, l'homme a appris à contourner ce hasard. Car une graine de groseille ne redonne pas fidèlement la plante dont elle est issue. Elle rebat les cartes, mélange les héritages, et peut donner un buisson tout différent, souvent moins bon. Pour garder une variété précieuse à l'identique, le jardinier ne sème pas, il bouture, il marcotte, il divise. Il prélève un morceau de la plante mère et le pousse à faire ses propres racines, obtenant une copie exacte du buisson qu'il aimait. C'est une autre manière de naître, sans graines, sans hasard, par simple prolongement du corps de la mère. Quelle que soit son origine, graine ou bouture, la jeune groseille entame alors sa longue montée vers la maturité. Et cette montée demande de la patience. Après la plantation, le buisson entre généralement en fructification dès la 2e ou la 3e année, mais il n'atteint sa pleine puissance que vers la 4e ou la 5e. Il faut donc plusieurs saisons pour que la course aboutisse, pour que le fil vert des débuts devienne ce buisson mûr et généreux. Chaque année, il construit un peu plus de ce bois patient dont nous avons parlé. Il accumule ses formations fruitières, il élargit son réseau de racines. La plante ne se presse pas, elle bâtit pour des décennies. Vient alors le moment le plus délicat de toute l'année, la floraison. À la fin avril ou en mai, les petites clochettes verdâtres s'ouvrent, réunies en grappes pendantes de 8 à 20 fleurs. La floraison dure généralement 10 à 15 jours.
Une brève fenêtre pendant laquelle tout se joue. Et ici se glisse un des faits les plus heureux de la biologie de notre héroïne. La plupart des variétés de groseilles rouges sont auto-fertiles. Cela signifie qu'une fleur peut nouer un fruit avec son propre pollen, sans avoir besoin d'un autre buisson à proximité. Un seul plant, isolé au fond d'un jardin, peut donc porter une belle récolte tout seul. C'est une garantie de plus, une sécurité supplémentaire chez cette plante qui, décidément, a fait de la fiabilité sa loi. Mais cette autonomie n'est pas toute l'histoire, et c'est là qu'une nuance élégante apparaît. Si la groseille rouge peut se suffire à elle-même, elle donne bien mieux lorsqu'elle ne le fait pas. Quand plusieurs variétés fleurissent côte à côte et échangent leur pollen, quand les insectes vont de l'une à l'autre en butinant, alors le rendement grimpe et la qualité des baies s'améliore. Les grappes sont mieux garnies, les fruits plus gros et plus nombreux. La plante sait vivre seule, mais elle prospère en compagnie. C'est un équilibre subtil entre indépendance et coopération, entre la sécurité de l'autofécondation et l'abondance du brassage. Une fois la fleur fécondée, la course entre dans sa phase la plus mystérieuse, la formation de la baie. Et c'est ici que se noue l'énigme de cette partie, celle qui nous ramène droit au grand secret de notre film. Que se passe-t-il exactement à l'intérieur de cette petite sphère qui grossit et rougit sur la grappe? Comment son suc peut-il, d'un côté, se figer tout seul en une gelée ferme, et de l'autre, exercer une action sur le sang de celui qui le boira? Ce sont deux pouvoirs très différents, presque contradictoires, et pourtant ils mûrissent ensemble, dans le même fruit, au fil des mêmes semaines d'été. La réponse se construit jour après jour, sous la peau translucide. À mesure que la baie se remplit d'eau et de suc, elle accumule tout un cortège de substances. Elle emmagasine des acides organiques qui lui donnent son mordant acidulé si caractéristique. Elle charge sa chair de pectine, cette molécule gélifiante dont elle est si richement pourvue. Elle fabrique ses pigments, ces anthocyanes qui la teintent de rose, de rouge ou de rubis, et qui sont bien plus que de simples couleurs. Et elle élabore aussi, discrètement, cette substance plus rare et plus troublante dont nous avons promis de percer le mystère, celle qui touche au sang. Tout cela se met en place lentement, invisiblement, pendant que le fruit grossit au soleil. La baie n'est pas seulement un réservoir d'eau sucrée, c'est un petit laboratoire chimique qui travaille en silence, semaine après semaine, jusqu'à la maturité. Et le plus étonnant, c'est que ce laboratoire ne s'arrête pas net à maturité. Contrairement à tant de fruits qui, une fois mûrs, tombent et pourrissent, la groseille rouge sait attendre. Ces baies peuvent rester accrochées à la grappe 2 à 3 semaines après avoir mûri, sans tomber, continuant même à s'adoucir en accumulant du sucre. La course invisible ne se termine pas par une chute, mais par une pause patiente, comme si la plante offrait au monde le temps de venir cueillir son travail. Nous voici donc au seuil du grand secret. Nous avons vu la graine percer la terre, le buisson monter vers sa maturité, la fleur discrète braver le gel, la baie se remplir en silence de ses trésors chimiques. Mais nous n'avons encore que frôlé la substance clé, celle qui a rendu cette baie à la fois adorée et redoutée. Pour comprendre enfin ce qui coule dans ce suc transparent, il faut maintenant ouvrir le fruit, non pas avec un couteau, mais avec le regard du chimiste, et découvrir de quoi exactement cette petite sphère de rubis est faite, et pourquoi sa composition a de quoi surprendre jusqu'au plus savant. Dans une cuisine, une casserole fume sur le feu. À l'intérieur, un jus de groseille rouge, rubis et transparent, mêlé de sucre, bout doucement. La cuisinière ne le fait cuire que quelques minutes, puis le verse, encore brûlant et parfaitement liquide, dans un pot. Elle le laisse refroidir sur le rebord de la fenêtre. 1 heure plus tard, elle revient. Le liquide a disparu. À sa place, une masse ferme, tremblante, translucide, qui garde la forme du pot quand on la renverse. Personne n'a ajouté de gélatine, aucune poudre, aucun épaississant. Le jus s'est figé de lui-même, comme par magie. Cette petite scène, banale dans 1000 cuisines, cache l'un des pouvoirs les plus remarquables du monde végétal. Ce prodige a un nom, la pectine. Et la groseille rouge en est l'une des championnes absolues parmi tous les fruits du jardin.
La pectine est une substance présente dans les parois des cellules du fruit. Lorsqu'on la chauffe avec du sucre et un peu d'acide, elle tisse un réseau invisible qui emprisonne l'eau et transforme le liquide en gelée. Là où d'autres fruits, pauvres en pectine, refusent de prendre et exigent des additifs, la groseille rouge se fiche toute seule. Elle est si généreuse en pectine qu'on l'utilise même comme allié des autres. On ajoute son jus ou sa purée à des fruits qui, seuls, ne gélifient pas, comme la framboise ou la fraise, pour garantir que leur confiture prenne. La groseille rouge est, en somme, un épaississant vivant, une alternative naturelle aux poudres du commerce. Mais réduire cette baie à sa pectine serait passer à côté de l'essentiel. Ouvrons-la vraiment, avec le regard du chimiste, et découvrons ce paradoxe. Ce petit fruit, gorgé d'eau à près de 85%, d'une pauvreté presque totale en calories, concentre pourtant une richesse étonnante. 100 grammes de groseille rouge n'apportent qu'une quarantaine de calories, à peine plus, une misère. Et dans ce presque rien se cache un trésor. Il y a d'abord la vitamine C, en quantité respectable, de l'ordre de 25 à 40 mg pour 100 grammes, soit près de la moitié des besoins quotidiens. Et ici, un fait honnête s'impose, car cette baie n'est pas la championne de tout. Sur la vitamine C, elle s'incline devant sa cousine le cassis, qui en contient 4 à 5 fois plus. La groseille rouge n'est pas la plus riche en tout. Elle est la plus riche en certaines choses, et c'est bien plus intéressant. Car là où elle domine largement. Il y a le potassium, abondant, précieux pour le cœur, la tension et l'équilibre de l'eau dans le corps. Il y a du fer, en petite quantité mais bien accompagné, car la vitamine C présente dans la même baie en facilite l'absorption. Il y a des fibres et cette fameuse pectine, qui, une fois dans l'organisme, agit comme une éponge. Elle capte et emporte avec elle certaines toxines et une part du cholestérol en excès. Et il y a bien sûr les anthocyanes, ces pigments qui donnent aux fruits sa couleur et qui sont de puissants antioxydants, des molécules qui protègent les cellules du vieillissement et renforcent les parois des petits vaisseaux sanguins. Et nous voici devant la substance la plus troublante, celle que nous avons promise dès la première minute de ce voyage, celle qui touche directement au sang. La groseille rouge renferme des composés discrets, une famille de molécules apparentées aux coumarines, qui ont un effet remarquable. Ils fluidifient le sang et s'opposent à la formation de caillots. Sur ce point précis, la modeste groseille rouge dépasse même le cassis. Voilà le secret longtemps chuchoté de cette baie transparente. Elle ne se contente pas de nourrir, elle agit sur la circulation, elle rend le sang plus fluide, elle éloigne le risque de ces caillots qui bouchent les vaisseaux. C'est cette propriété, jointe à son action rafraîchissante, qui lui a valu sa vieille réputation de baie de la fièvre. Autrefois, on donnait son jus aux malades brûlants de fièvre. Il désaltérait, il rafraîchissait, il faisait légèrement transpirer et baisser la température. On la croyait capable, disait-on, de rafraîchir le sang lui-même. La science moderne a montré qu'il y avait, sous cette croyance ancienne, une part de vérité chimique. Mais toute force a son revers, et c'est ici que se noue l'énigme de cette partie. Si une même substance peut faire d'un fruit un remède et un danger, où passe donc la frontière entre le bienfait et le risque? La réponse est nuancée, et il faut la donner honnêtement, sans dramatiser ni idéaliser. Cette même fluidité du sang, si précieuse pour éloigner les caillots, devient délicate chez certaines personnes. Ceux dont le sang coagule mal ou qui prennent déjà des traitements pour le fluidifier doivent rester prudents avec cette baie qui pousse dans le même sens. De même, la forte acidité qui donne à la groseille son mordant si agréable peut gêner les estomacs fragiles, ceux qui souffrent d'acidité, d'ulcères ou d'inflammation. Et, comme tous les fruits rouges, elle peut provoquer des réactions allergiques, ce qui invite à la prudence chez les tout-petits. La frontière ne passe pas dans le fruit lui-même, qui est simplement ce qu'il est. Elle passe dans celui qui le mange. Pour la grande majorité, la groseille rouge est un bienfait. Pour quelques-uns, une précaution. Les avis peuvent diverger, et le bon sens, ou l'avis d'un médecin, reste le meilleur guide. C'est là toute la beauté ambiguë de cette chimie. Une baie transparente, presque sans calories, presque sans parfum, et pourtant capable d'agir sur le sang humain, de figer un liquide en gelée,
de protéger les cellules du temps. Le grand mystère de notre voyage se précise. La force cachée de la groseille rouge n'est pas dans son apparence, mais dans les molécules invisibles qu'elle a patiemment élaborées au fil des étés. Nous tenons désormais une part de la réponse, mais une part seulement. Car le plus étonnant reste à voir. Cette chimie prodigieuse ne se déploie pas que dans la casserole ou dans le corps humain. Elle joue aussi un rôle dans un théâtre bien plus vaste, celui du jardin vivant, où la groseille rouge n'est pas une plante solitaire, mais un membre d'un réseau serré d'alliances et de rivalités. Elle a des voisins qu'elle aime et d'autres qu'elle redoute, des partenaires et des concurrents, et une manière bien à elle de se multiplier et de conquérir sa place. Et dans ce monde-là aussi, sa discrétion cache d'étranges stratégies. Au fond d'un jardin, deux buissons se font face, plantés trop près l'un de l'autre. À gauche, un cassis, large, étalé, sombre. À droite, une jeune groseille rouge. Les premières saisons, tout semble paisible. Puis, année après année, le cassis grandit, s'étale, projette son ombre. Et la groseille rouge, peu à peu, dépérit. Ses pousses s'étirent, deviennent grêles, cherchent désespérément la lumière. Ses grappes se raréfient, ses baies rapetissent et s'aigrissent. Le jardinier ne comprend pas. Les deux plantes sont cousines, elles devraient s'entendre. Et pourtant, l'une étouffe lentement l'autre. Ce petit drame silencieux révèle une vérité que l'on oublie souvent. Dans le jardin comme dans la forêt, aucune plante ne vit seule. Chacune est prise dans un réseau d'alliances et de guerres, de voisinages heureux et de rivalités mortelles. Pour la groseille rouge, la première de ces guerres est celle de la lumière. Nous l'avons vue naître du froid, endurer le gel, résister à la soif. Mais il est une chose qu'elle ne supporte pas, l'ombre. Contrairement au cassis, qui se contente volontiers de la pénombre, la groseille rouge est franchement avide de soleil. À l'ombre ou à mi-ombre, elle s'étiole, fructifie mal, ses baies deviennent petites et acides, et elle tombe plus facilement malade. Il lui faut la pleine lumière, un emplacement ouvert et dégagé, de préférence adossé au sud ou au sud-ouest, à l'abri des vents froids. C'est pourquoi le voisinage du cassis lui est si funeste, non par méchanceté de l'un envers l'autre, mais par simple concurrence pour la ressource la plus précieuse, cette lumière dont elle a un besoin bien plus grand que sa cousine sombre. Cette exigence de soleil n'est pas un caprice, c'est l'héritage direct de son histoire. Une plante née dans les clairières et les lisières des forêts du Nord, habituée à saisir chaque rayon dans un monde où les étés sont courts, ne pouvait devenir qu'une amoureuse de lumière. Chaque baie qu'elle mûrit, chaque gramme de sucre et de pectine qu'elle fabrique, chaque molécule de cette chimie prodigieuse que nous avons découverte, tout cela se paie en lumière captée par ses feuilles. Privée de soleil, elle ne peut plus alimenter son laboratoire intérieur. Le voisin qui lui fait de l'ombre ne lui vole pas seulement des rayons, il éteint peu à peu l'usine chimique qui fait toute sa valeur. Mais si la groseille rouge a ses ennemis de voisinage, elle a aussi ses alliés. Tout près d'elle prospère volontiers la groseille à maquereau, cette cousine épineuse aux mêmes exigences de culture, qui partage son goût du soleil et sa manière de vivre. Elles s'entendent car elles demandent les mêmes choses. Le chèvrefeuille, lui aussi, fait un bon compagnon. En revanche, certains voisinages sont à fuir. La framboise, avec ses drageons envahissants qui surgissent partout et ses ravageurs communs, est une mauvaise voisine. Et l'on évite de replanter une groseille là où poussait déjà une autre groseille, ou une groseille à maquereau, car le sol y est épuisé et chargé des mêmes maladies et des mêmes ennemis accumulés au fil des ans. La plante hérite du terrain comme d'un passé. Vient alors le moment le plus intime de la vie sociale de la groseille, sa multiplication, la manière dont elle étend sa descendance et conquiert de nouveaux territoires. Et ici se noue l'énigme de cette partie. Comment une plante si avide de lumière, si exigeante sur ses voisins, parvient-elle malgré tout à se répandre et à durer, saison après saison, sans jamais vraiment disparaître d'un jardin? La réponse tient dans une étonnante palette de stratégies, où la nature et la main de l'homme se rejoignent. Dans la nature, tout repose sur les insectes qui butinent ces fleurs discrètes, et sur les oiseaux qui, en mangeant ces baies, transportent ces graines au loin. Mais la groseille rouge dispose aussi de moyens de se reproduire sans graines, en prolongeant simplement son propre corps. Et c'est là que l'homme a appris à l'imiter.
Le plus simple et le plus sûr de ces moyens est le marcottage. Au début du printemps, on couche vers le sol une forte pousse de l'année. On l'enfouit dans une petite rigole, on la maintient en terre en laissant dépasser son extrémité. Peu à mesure que de jeunes tiges verticales s'élèvent, on les bute de terre humide. À l'automne, cette branche couchée a formé ses propres racines, et il ne reste qu'à la séparer de la plante mère pour obtenir un jeune buisson tout prêt, robuste, dès la même année. C'est une conquête silencieuse. La plante s'avance, touche le sol, s'y enracine et donne naissance à un double d'elle-même. Il y a d'autres voies encore. On peut prélever des rameaux et les faire raciner comme bouture, bien que la groseille rouge s'y prête un peu moins aisément que le cassis, ce qui invite à la bouturer plutôt à la fin de l'été ou au tout début du printemps. On peut aussi, lorsqu'on déplace un vieux buisson, le diviser en plusieurs morceaux, chacun pourvu de racines et de pousses, et obtenir ainsi plusieurs plantes d'un seul. Toutes ces méthodes ont un point commun. Elles ne rebattent pas les cartes comme le ferait une graine. Elles produisent des copies fidèles, des prolongements exacts du buisson aimé. La groseille rouge se répand ainsi non pas en se réinventant, mais en se recopiant, en essaimant des doubles d'elle-même à travers le jardin. Voilà donc résolue l'énigme de sa persistance. Malgré ses exigences, malgré sa faim de lumière et ses querelles de voisinage, la groseille rouge dure parce qu'elle sait se reproduire de 1000 manières, patiemment, et parce qu'elle noue avec l'homme une alliance profitable. Il lui offre le soleil, l'espace et les soins, et elle lui rend ses copies fidèles et ses récoltes rubies. C'est un pacte ancien entre une plante et un jardinier, une coopération où chacun trouve son compte. Mais ce tableau paisible d'alliance et de rivalité végétale masque une menace bien plus sombre. Car la groseille rouge n'a pas pour seuls rivaux les buissons qui lui font de l'ombre. D'autres ennemis la guettent, infiniment plus petits et plus insidieux. Des nuées d'insectes qui déforment ses feuilles, des chenilles qui creusent le cœur de ses branches, des maladies qui rongent son feuillage. Et parmi ces fléaux se cache un lien invisible avec un arbre lointain, un grand conifère des forêts, un lien si dangereux qu'il conduira, un jour, à un verdict inouï contre cette humble baie de jardin. Un matin de juin, un jardinier se penche sur son buisson de groseille rouge et se fige. Les feuilles, hier encore lisses et vertes, sont couvertes de cloques rouges sombres, comme si le buisson avait pris la fièvre. De grosses boursouflures pourpres déforment le limbe, gonflées, malades, presque inquiétantes. On dirait que la plante saigne par ses feuilles. Le jardinier retourne une feuille, et là, sous l'abri de la cloque, il découvre le coupable. Une colonie de minuscules pucerons, tapis, occupés à sucer la sève. Ce spectacle alarmant a un nom, et c'est presque une signature. Ces cloques rouge-bordeaux sont l'œuvre du puceron des Galles rouges, le ravageur emblématique de la groseille rouge et blanche, celui qui la marque chaque année de son sceau pourpre. Ce siège des feuilles n'est que le début d'une longue guerre discrète. Car sous son apparente robustesse, la groseille rouge est assiégée. Elle est, en vérité, plus résistante que le cassis à bien des fléaux. Mais dès que l'agriculteur relâche sa vigilance, dès que le sol est mal soigné, une armée d'ennemis passe à l'attaque. Et cette armée est variée, insidieuse, patiente. Il y a d'abord les insectes. Le puceron des Galles rouges, nous l'avons vu, boursoufle et rougit les feuilles dès le début de l'été. Mais il y a plus grave et plus sournois. La saisie du groseillier, un papillon à l'allure inoffensive, pond de telle sorte que ses chenilles pénètrent au cœur même des rameaux et en dévorent la moelle de l'intérieur. La branche attaquée dépérit, sèche sur pied, sans qu'on comprenne d'abord pourquoi. C'est en la coupant qu'on découvre le tunnel creusé dans son cœur. Il y a l'acarien des bourgeons, minuscule, qui envahit et gonfle des bourgeons, et qui porte en lui un danger bien pire que lui-même. Il y a la pyrale, dont les chenilles enveloppent les baies et les jeunes fruits dans une toile et les rongent. Et il y a encore, lorsqu'ils pullulent, les tétraniques, les tentraides, les cochenilles, qui affaiblissent le buisson à force de le ponctionner. À ces ravageurs s'ajoutent les maladies, invisibles ou presque, portées par des champignons et des virus. L'anthracnose couvre les feuilles de petites taches brunes, qui se dessèchent et tombent.
La groseille rouge y est particulièrement sensible, plus encore que sa cousine noire. La septoriose, ou tache blanche, crible le feuillage de taches claires cernées de sombre, provoquant une chute prématurée des feuilles. Et il y a une maladie plus redoutable encore, non par ce qu'elle fait aux feuilles, mais par ce qu'elle annonce, la rouille. Elle dépose sur le dessous des feuilles des pustules orangées, éclatantes, comme des touches de peinture vive. Mais la rouille n'accomplit pas tout son cycle sur la seule groseille. Pour vivre pleinement, elle a besoin d'un second hôte, d'une autre plante ou poursuivre sa transformation. Et l'un de ces hôtes intermédiaires est un arbre, un grand conifère. Retenez bien ce détail, car c'est ici que se noue l'énigme la plus troublante de notre voyage. Comment un buisson assiégé de toutes parts, rongé par les pucerons, creusé par les chenilles, taché par les champignons, parvient-il malgré tout à survivre et à fructifier pendant des décennies? Et surtout, quel étrange lien peut bien unir cette humble baie de jardin à un pin des forêts lointaines, au point que ce lien devienne, un jour, une affaire d'État? La première partie de la réponse est presque rassurante. La groseille rouge, malgré tous ses assauts, est d'une résilience remarquable. Prenez ces cloques pourpres aussi spectaculaires du puceron d'égal. Elles effraient le jardinier, elles enlaidissent le feuillage, et pourtant, le plus souvent, elles ne tuent pas le buisson. Les feuilles boursouflées continuent de travailler tant bien que mal. La plante continue de porter ses grappes. La récolte est là, malgré tout. Cette baie qui a appris à résister au gel et à la soif, a aussi appris à endurer ses parasites. Elle plie, mais ne rompt pas. Elle porte les cicatrices de la guerre sans cesser de donner ses fruits. C'est là encore sa loi profonde, durer envers et contre tout. Face à ce siège, le jardinier n'est pas sans défense, et les remèdes les plus efficaces sont souvent les plus simples. Ne pas trop serrer les plantations, laisser l'air et la lumière circuler entre les buissons, arroser et nourrir la plante à temps. Voilà déjà la moitié de la protection. À l'automne, ramasser et détruire les feuilles tombées et les rameaux coupés, car c'est là que dorment les spores et les ravageurs pour l'hiver. Couper et brûler les branches atteintes, surtout celles creusées par la saisie. Et il existe un vieux remède populaire, aussi étonnant qu'efficace. Au tout début du printemps, alors que les bourgeons dorment encore, on asperge le buisson d'eau chaude, autour de 70 degrés, versée à l'arrosoir. Ce choc thermique bref détruit une partie des acariens tapis dans les bourgeons et des spores de champignons, sans faire de mal à la plante endormie. Les avis sur les traitements chimiques, eux, peuvent diverger, et la règle prudente est de ne jamais traiter trop près de la récolte. Mais revenons à ce détail que nous avons mis de côté, ce fil qui relie la groseille au grand conifère par le truchement de la rouille. Il n'est pas anodin. Ce lien invisible entre une baie et un arbre, entre le jardin et la forêt, cache une histoire que peu de gens connaissent. Car cette rouille, qui passe de la groseille au pin et du pin à la groseille, s'est révélée capable de dévaster des forêts entières de conifères précieux. Et le jour où les hommes ont compris cela, ils ont porté contre l'humble groseille une accusation d'une gravité inouïe. Cette baie transparente, ce remède de nos grands-mères, cette championne de la pectine, allait devenir, aux yeux de toute une nation, une plante hors la loi. Il est temps de raconter comment une simple groseille de jardin s'est retrouvée littéralement interdite. Imaginez un inspecteur, quelque part en Amérique du Nord, au début du XXe siècle, arpentant une propriété, un document officiel à la main. Il s'arrête devant un buisson chargé de grappes rouges, le désigne et ordonne son arrachage. Non parce qu'il est malade, non parce qu'il est mort, mais parce qu'il est ce qu'il est, une groseille. Aux yeux de la loi, cette plante paisible, ce buisson de jardin qui n'a jamais fait de mal à personne, est devenu une menace pour la nation. On l'arrache, on la brûle, on interdit d'en planter. La baie de la fièvre, le remède des grands-mères, la championne de la gelée, est officiellement hors la loi. Comment en est-on arrivé là? Pour le comprendre, il faut d'abord remonter aux origines de sa gloire, car c'est une histoire de grandeur autant que de disgrâce. Contrairement à tant de fruits dont la culture plonge dans la nuit des temps, la groseille rouge est une venue tardive dans les jardins des hommes. Nous l'avons vu, l'Antiquité l'ignorait. Ce n'est qu'à la fin du Moyen Âge, vers le XVe et le XVIe siècle, qu'elle entre véritablement en culture.
Et ce sont les jardins du nord de l'Europe qui l'accueillent les premiers. Les premières mentions de sa culture apparaissent en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et en France. Fait remarquable, on ne la cultiva pas d'abord pour son goût, mais pour ses vertus. Dans ses premiers jardins, la groseille rouge était avant tout une plante médicinale. On donnait ses baies aux malades brûlants de fièvre pour étancher leur soif. On lui prêtait le pouvoir de rafraîchir le sang. Les jardins des monastères du nord de l'Europe jouèrent un rôle décisif dans son adoption et sa diffusion. Dans ces enclos de silence et de patience, les moines cultivaient des plantes utiles, observaient, sélectionnaient, transmettaient. La groseille rouge y trouva un refuge et un tremplin. De remède, elle devint peu à peu délice, et son goût acidulé conquit les tables. Au XVIIe et XVIIIe siècle, elle est déjà une culture populaire à travers toute l'Europe. On commence à la sélectionner, à nommer des variétés, à rechercher les plus belles grappes et les plus gros fruits. En Russie, elle était arrivée assez tôt, cultivée dès les jardins des monastères et des princes de l'ancienne Russie, sous des formes sauvages ou à demi domestiquées. Puis, au XXe siècle, la sélection atteignit son apogée. On créa des variétés à gros fruits, à longues grappes, très productives, résistantes aux maladies, dans les pays de l'Est, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Scandinavie. La discrète baie du Nord était devenue une reine des jardins tempérés de tout l'hémisphère. Et voici que se noue l'énigme la plus stupéfiante de cette histoire. Comment cette humble baie de jardin, ce remède vénéré, cette culture chérie depuis des siècles, a-t-elle pu être un jour jugée si dangereuse qu'on en interdise la culture à toute une nation? Où est le crime dans un buisson qui ne fait que porter des fruits rouges? La réponse, nous l'avons déjà entrevue dans le fil laissé en suspens. Elle tient tout entière dans cette maladie qui relie la groseille à un grand conifère. En Amérique du Nord, la première moitié du XXe siècle vit se déclarer une catastrophe forestière. Une rouille redoutable ravageait les pins précieux, en particulier une essence à 5 éduis très recherchée pour son bois. Or, cette rouille, pour accomplir son cycle, avait besoin d'un hôte intermédiaire, et cet hôte, c'étaient les plantes du genre de la groseille. Sans la groseille, la maladie ne pouvait boucler son cycle et menacer les forêts. La logique, implacable, s'imposa aux autorités. Pour sauver les forêts de conifères, il fallait supprimer le maillon intermédiaire. Il fallait supprimer la groseille. Ainsi fut porté contre elle ce verdict inouï. Dans plusieurs États, la culture des plantes de son genre fut interdite. On arracha les buissons, on organisa des campagnes d'éradication, on traqua l'humble baie comme on traque un fléau. La groseille rouge n'avait rien fait de mal. Elle n'était qu'un rouage involontaire dans le cycle d'un champignon. Mais elle payait pour ce lien invisible avec le pin, victime d'une biologie qui la dépassait. Le crime dont on l'accusait n'était pas le sien, c'était celui d'une maladie qu'il utilisait à son insu. Cette interdiction ne fut pas un caprice passager. L'interdiction fédérale ne fut levée qu'en 1966, et même après cette date, certains États maintinrent leurs propres restrictions pendant des décennies encore. Pendant tout ce temps, une plante qui nourrissait et soignait l'Europe depuis des siècles resta bannie d'une partie du Nouveau Monde. C'est l'un des rares exemples d'une plante de jardin, inoffensive et bienfaisante, mise au banc de la société pour un motif qui ne tenait ni à sa toxicité, ni à sa nuisance directe, mais à sa place dans une chaîne biologique. Les avis, aujourd'hui encore, peuvent diverger sur la nécessité et l'ampleur de ces mesures, mais le fait demeure, étonnant et vrai. Pendant que se jouait ce drame, la groseille poursuivait ailleurs sa carrière paisible et généreuse. Sur les tables d'Europe, elle brillait de 1000 usages. Sa gelée rubis, prise sans le moindre additif, était devenue sa carte de visite. On en tirait un fameux condiment aigre-doux pour accompagner le gibier et les viandes, cette sauce élégante que la cuisine anglaise a rendue célèbre. On la broyait avec du sucre, sans cuisson, pour en faire une conserve vivante gardant presque toutes ses vitamines. On en tirait des sirops rafraîchissants, des boissons qui désaltéraient dans la chaleur de l'été. Et l'on rapporte même que son jus, si acide, servait autrefois de produit naturel pour nettoyer et éclaircir. La même baie qu'on interdisait d'un côté de l'océan continuait, de l'autre, d'enchanter les cuisines. Voilà donc le paradoxe achevé de cette existence. Une plante bannie et vénérée, criminelle et bienfaitrice,
condamnée pour un lien qu'elle n'avait pas choisi et célébrée pour des dons qu'elle offrait sans compter. Elle a traversé les siècles, les modes, les interdits, sans jamais cesser d'être elle-même. Mais après avoir survécu au gel, à la soif, aux parasites, aux maladies, et même aux lois des hommes, la groseille rouge garde encore, pour la fin, son secret le plus profond. Celui que nous avons posé à la toute première minute de ce voyage. Pourquoi vit-elle si longtemps, bien plus longtemps que la plupart de ses semblables? Et qu'est-ce au juste que cette force cachée dans sa baie transparente? Cette force qui a fait d'elle à la fois un remède, une accusée et une survivante. Le moment est venu de rassembler tous les fils et de percer, enfin, l'énigme de cette patiente et singulière plante. Dans un vieux jardin, un homme se tient devant un buisson de groseilles rouges et il sait quelque chose que peu de gens savent. Ce buisson est plus âgé que bien des souvenirs. Il l'a planté enfant avec son père. Les modes ont changé, les maisons voisines ont été rebâties, des générations ont grandi et lui-même a vieilli. Mais chaque été, sans faute, le buisson ploie de nouveau sous ses colliers rubis, aussi généreux qu'au premier jour. 20 ans, 25 ans, parfois 30 années de récolte, sur un même pied, au même endroit. Là où tant d'arbustes s'épuisent et meurent en une décennie, celui-ci semble refuser le temps. Comment? Par quel secret cette plante modeste devient-elle l'un des plus patients survivants du jardin? C'est la dernière énigme de notre voyage, et pour la résoudre, il faut rassembler tous les fils que nous avons patiemment tendus. Car la longévité de la groseille rouge n'est pas un accident. Elle est la somme de tout ce que nous avons découvert, l'aboutissement d'une seule et même loi qui gouverne chaque partie de cette plante, la patience. Souvenez-vous de son architecture cachée. Nous avons vu que la groseille rouge fructifie sur un bois qui ne vieillit pas au rythme des autres, sur ces petites formations durables qui portent des fruits pendant 4 à 8 ans, sur des branches charpentières qui restent productives 6, 7, 8 ans et davantage. C'est là le premier pilier de sa longévité. Là où le cassis doit renouveler son bois tous les 3 ou 4 ans, la groseille rouge capitalise, accumule, garde. Un buisson bien mené se compose de 15 à 20 branches de tous les âges, des plus jeunes aux plus anciennes, et cet équilibre, une fois atteint, peut se maintenir des décennies. La plante ne se consume pas dans une jeunesse brève, elle bâtit une vieillesse féconde. Souvenez-vous de ses racines, ce réseau souterrain qui plonge jusqu'à 1,5 m et s'étend bien au-delà de la couronne, lui donne une assise, une réserve d'eau, une stabilité que peu de ses semblables possèdent. Souvenez-vous de ces fleurs discrètes, qui bravent le gel et assurent une récolte presque chaque année, sans les ratés catastrophiques des floraisons trop voyantes. Et souvenez-vous, enfin, de cette qualité étonnante de ces baies, capables de rester accrochées 2 à 3 semaines après maturité sans tomber, s'adoucissant même sur la branche. Tout, chez elles, converge vers la durée. Racines profondes, bois patient, fleurs prudentes, fruits qui savent attendre. C'est une plante entièrement conçue pour traverser le temps. Mais il y a un dernier secret, et c'est peut-être le plus important, car il ne dépend pas de la plante seule, il dépend de l'homme. Nous avons rencontré, souvenez-vous, ce jardinier maladroit qui taillait sa groseille comme un cassis et ruinait sa récolte. Là se cache la clé humaine de la longévité. La groseille rouge fructifie sur son vieux bois. Celui qui coupe ses branches trop tôt, année après année, la mutile et l'épuise. Celui qui, au contraire, respecte son rythme, qui ne rabat pas ses jeunes pousses et ne se hâte pas de trancher ses vieilles branches, celui-là lui permet de vivre pleinement ses 20 ou 30 années. Le grand secret de sa longévité, c'est donc une alliance, une plante bâtie pour durer et une main qui sait ne pas l'abréger. Il suffit de la comprendre pour qu'elle offre des décennies de fruits. Et nous voici, enfin, au cœur du grand mystère posé à la toute première minute. Qu'est-ce donc que cette force cachée dans la baie transparente, cette puissance qui a fait d'elle un remède, une accusée et une survivante? La réponse, maintenant, se donne d'elle-même, car nous en tenons tous les morceaux. Cette force n'est pas une, elle est triple, et les 3 se répondent. Il y a d'abord la pectine, cette molécule si abondante que le jus se fiche tout seul en une gelée ferme. C'est la force qui prend, qui lie,
qui retient. Il y a ensuite ces composés discrets apparentés aux coumarines, qui fluidifient le sang et éloignent les caillots. Cette substance qui touche à la circulation même de celui qui la mange, et qui valut à la baie son surnom de baie de la fièvre. C'est la force qui coule, qui circule, qui agit sur le vivant. Et il y a enfin la longévité, cette patience inscrite dans son bois et ses racines, qui fait d'elle un patriarche du jardin. C'est la force qui dure, qui traverse le temps. Prendre, circuler, durer. Voilà les trois visages d'une même puissance secrète. Le paradoxe du tout premier instant se dénoue ici. Cette plante presque sans parfum, aux fleurs insignifiantes, si fragile qu'on voit à travers ses baies, n'a jamais été faible. Elle avait simplement placé toute sa force à l'intérieur, invisible, dans sa chimie et dans sa patience. Elle a renoncé au parfum, aux épines, aux fleurs éclatantes, pour investir ailleurs. Dans une gelée qui prend sans rien, dans un suc qui agit sur le sang, dans une vie qui défie les décennies. Le silence de la groseille rouge n'était pas un manque. C'était le silence de la force qui n'a pas besoin de se montrer. Quant à son avenir, il paraît serein. Cultivé à travers toute la zone tempérée de l'hémisphère nord, sélectionné sans relâche pour donner des variétés toujours plus résistantes, plus généreuses, plus faciles, elle n'a rien d'une plante menacée. Les avis peuvent diverger sur les modes de culture, sur la place des traitements, sur la meilleure manière de la mener, mais sur l'essentiel, tous s'accordent. Voici une plante rustique, endurante, fidèle, qui demande peu et rend beaucoup, et qui continuera longtemps de ployer sous ses grappes rubis dans les jardins des hommes. Elle a survécu au froid, à la soif, aux parasites, aux maladies et même aux lois. Elle survivra bien à notre époque. Voilà, refermée, l'histoire de la groseille rouge. Une baie transparente qui cachait, sous sa modestie, l'une des chimies les plus étonnantes du jardin et l'une des plus longues vies. J'espère que ce voyage vous a fait regarder autrement ce petit buisson que vous croyez si banal. Si cet épisode vous a plu, laissez un pouce levé et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochains voyages au cœur du monde végétal. Merci de m'avoir accompagné et à très bientôt.